Quelle est donc ta troisième ou quatrième? Je ne sais plus. Quatrième, non, c'est ça? Euh, donc c'est 13,8 et c'est le nombre de drives par match de Kobe White. Ouais. Alors pourquoi je trouve que cette statistique elle est intéressante parce qu'elle traduit déjà des progrès au handle pour Kobe White. C'est vrai que les saisons précédentes, Kobe White c'était quand même un joueur où on le voyait très hésitant balle en main, qui savait pas vraiment quoi faire, pouvait perdre des balles bêtement en dribblant sur son pied ou quoi que ce soit. Là cette saison c'est beaucoup moins le cas et ça lui permet d'être plus agressif vers le cercle. Là où cette saison, il a tenté 32% de ses tirs au panier contre 24% l'année dernière. Et tout en maintenant une efficacité qui est dans ses standards. Donc c'est pas élite, il est à 63% si je me trompe pas, mais c'est dans le 63e centile. Et peut-être qu'en fait il sera jamais un finisseur d'élite, mais le fait d'ajouter cette arme du drive lui ouvre des espaces pour lui. Oui. Oui, parce qu'en plus, c'est pas censé être sa force, hein. On est plutôt sur un genre de pull-up de base. C'est ça, ouais. Je me suis amusé à comparer sur 36 minutes ses stats sur drive son nombre de drives par match l'année Ouais. dernière et cette saison. L'année dernière, on est à 8,7 drives sur 36 minutes et cette année, donc, on est à 13,8 parce qu'il joue 36 minutes par match. Donc, en fait, il y a quand même une hausse qui est notable et qui, pour lui est super. Et en plus, on a vu qu'il y a une progression dans le footwork également je trouve que maintenant, il arrive bien à changer de rythme, à décélérer puis accélérer très vite. Donc en fait, c'est super de rajouter ça, et surtout quand on parle de son efficacité sur du catch and shoot. Mais effectivement, alors moi j'avais des stats aussi sur Kobe White. Moi j'avais 21. C'est son nombre de tirs, de field goal par 100 possessions. Et pourquoi est-ce que j'ai pris par 100 possessions? Parce que justement, en fait, la différence de minutage, elle est énorme, quoi. Elle est entre 23 minutes à peine l'an dernier, donc un joueur de rotation, mais pas plus. Cette année, plus de 36 cette année. Ce qui est moi, c'est énorme, hein. Pour le coup, c'est non seulement un titulaire, mais un gros titulaire. Et le truc, c'est que donc, il n'y a pas que le minutage qui a augmenté. Parce que donc, quand on prend par 100 possessions jouées, ben, en fait, le total est monté donc, à 21, alors que l'an dernier, il était à 16 tirs par 100 possessions. Donc voilà, c'est pas juste je joue plus, mais je fais la même chose. En termes de volume, en tout cas, il y a aussi plus de possessions où bah, il a des responsabilités, contrairement à l'an dernier, je veux dire. Et après, ce qui est marrant, c'est que l'efficacité, par contre, elle bouge pas trop. Et même au-delà de l'efficacité, en fait, j'ai l'impression que l'intégralité de son jeu est un peu le même, mine de rien. C'est-à-dire que, ok, le temps de jeu a augmenté, ok, il a un plus de responsabilités, mais au final, j'ai un peu l'impression qu'on a globalement le même joueur qu'avant. Ce qui, du coup, me vaut de quelques critiques, parce que, parce que on dirait que je nuance un peu les progrès de Kobe White, alors que non. Je pense que déjà, faire la même chose sur un volume qui est bien plus gros, c'est déjà en soi faire un pas en avant, quoi, une amélioration, sans trop de soucis. Mais par contre, c'est vrai que le rendu par minute passée sur le terrain, en tout cas, qu'est-ce qu'il fait dans le jeu concrètement, je trouve qu'on n'a pas tant que ça de différence. Donc, efficacité, c'est la même que l'an dernier. Donc, 98 de true shooting plus, donc moins 2% d'efficacité par rapport à la moyenne l'an dernier et cette année. Donc, même niveau d'efficacité, euh, avec un profil de tir qui est globalement pareil partout, une efficacité qui est globalement pareil partout, c'est-à-dire 37% à 3 points comme l'an dernier, 63% au panier, tu en as parlé, comme l'an dernier. Dans la short mi-distance, donc la zone des flotteurs, 42% comme l'an dernier. Le seul domaine où ça bouge, c'est sur les longs tirs de points, où il était à 42%, ce qui est bien. Dans la moyenne, ça a chuté à 32%, ce qui est moins bien, parce que peut-être aussi un volume plus gros, plus de tirs compliqués, etc. Mais par contre, c'est aussi bien compensé par un autre aspect, qui est peut-être le seul où il y a une vraie amélioration, pardon, c'est le contact en fait. L'agressivité et le contact. T'en as parlé toi avec les drives, mais j'ai une autre stat aussi qui est pareil, hein, le shooting foul percentage, le nombre de fautes provoquées sur des tentatives de tir. Et là, le score a doublé. Il est passé il est passé de extrêmement mauvais à correct, on va dire. Donc c'est toujours pas fabuleux, mais le score a fait x2 de quasiment de 5% à quasiment 9% de shooting foul percentage. Comme dit, c'est toujours pas un excellent score, mais c'est quand même double de ce qu'il faisait l'an dernier. Et ce qui fait que voilà, il est moins bon sur les longs tirs à 2 points, mais il compense un peu avec cette agressivité sur drive et un peu sur le lancer franc, même si c'est toujours pas génial. Mais tu vois, pareil, hein, au niveau de efficacité en fin de drive, c'est globalement la même chose. Hein. 1,13 contre 1,09 points partis en fin de drive. Au niveau du passing, exactement la même tendance à faire des passes par rapport à son nombre de ballons que l'an dernier. C'est-à-dire que plus de responsabilités, ok, mais par nombre de ballons qui touchent, à peu près le même nombre d'assists, hein, mine de rien, 0,86 de ratio de playmaking, à peu près le même nombre de turnovers. Bref,
en fait, on a globalement le même joueur, je trouve, qui a plus de responsabilités et qui fait sur plus de responsabilités. Et mine de rien, ça déjà, c'est une amélioration, je trouve, tout de même. Ouais, c'est ça. Et puis même, ça rend du coup un joueur qui est peut-être un peu moins dépendant de son adresse extérieure, sachant que c'est quelque chose qui fluctue. Moi, Ouais. j'avais noté d'ailleurs quelques petites stats par rapport à son adresse sur catch and shoot, mais jusqu'en décembre, du coup, il tournait à 47,4% sur tous les 3 points. Sauf que après le All-Star break, ce chiffre il est tombé à 32,3%. Donc on voit qu'il y a encore un delta de 15% sur 2 périodes assez longues quand même. Et le fait qu'il arrive quand même à développer cette capacité de drive et une autre manière de jouer finalement de plus que reposer sur son tir extérieur, moi je trouve quand même que c'est rassurant. Mais après c'est vrai que ça reste quand même un joueur de catch and shoot et c'est peut-être un point sur lequel il doit travailler sur son efficacité sur catch and shoot, comme tu as pu l'évoquer avec le true shooting où il est encore en dessous de la moyenne de la ligue et c'est quelque chose qui doit améliorer s'il veut vraiment devenir un scoreur efficace et trouver sa place dans la ligue, parce qu'aujourd'hui il y a quand même des questions qui se posent sur quel est son réel rôle dans une équipe compétitive. Bah, c'est ça, ouais. C'est ça. Il y a un peu ce truc. Bon, après, il a que 24 ans. Bon, c'est une explosion un peu plus tard que certains. Mais ce qui est un peu atypique, c'est de voir une explosion à ce point de volume, en fait. Le temps de jeu qui augmente énormément à ce point, le volume de ballon aussi. Et tout en finalement restant à peu près le même joueur sur les ballons qu'il a en fait. Hein. Bon, des progressions, comme on a dit, un peu agressivité, un peu drive, un peu plus qu'avant, mais c'est pas non plus le jour et la nuit, quoi. C'est pas spectaculaire non plus. Mais oui, c'est assez atypique. Et comme tu dis, bon, quand tu fais le bilan, il y a du volume, ça c'est clair. Voilà, on n'a même pas dit, mais par exemple, au niveau des points par match, forcément, ça passe de 10 à 20, quoi, quasiment. Bah oui, parce que le temps de jeu, le temps de jeu a beaucoup augmenté. Mais à quel point aussi est-ce qu'on n'a pas un joueur qui est donc à plus de 36 minutes par match, qui est énormissime et qui a ce tel volume? À quel point est-ce que c'est pas aussi parce qu'il est à Chicago et que il y a peut-être un manque de talent, il y a eu la blessure de Lavine, etc. Mais voilà, comme tu dis, pour moi en tout cas, je me pose encore des questions sur son rôle et sur qui il est en NBA, parce que les 36 minutes par match et autant de ballons, je suis pas sûr qu'il les ait partout dans tous les contextes en NBA en fait. Tu vois, alors que tu me dis Kyrie Irving par exemple, bah oui, son volume il va l'avoir partout parce qu'on sait qu'il y a le rendement, il y a l'efficacité, il y a le talent quoi. Kobe White, je suis encore alors déjà il y a une progression, c'est bien qu'il ait émergé depuis rôle mineur à rôle majeur, ok, mais on est encore rôle majeur dans une équipe où il y avait un peu la place d'exploser. Mais tu vois, si tu le parachutes aux Clippers, si tu le parachutes aux Sixers, si tu le parachutes dans des bonnes équipes, hein, je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'on a ce même volume? Est-ce qu'on a cette même importance? Ou est-ce que c'est pas quelqu'un qui est amené sur la suite de sa carrière à peut-être avoir un peu moins de volume, mais à être un peu un puncher, en créateur secondaire peut-être dans des très bonnes équipes? J'avoue que je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais juste que par rapport à il y a un an, c'est un peu plus sûr tout de même, même largement plus sûr quelle est la suite de sa carrière. Mais voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pour moi, c'est pas acquis qu'on a un titulaire à peu près sûr dans à peu près tous les contextes NBA, y compris donc des très compétitifs en fait. Ouais, et puis même en fait quand on regarde d'un peu plus près son efficacité sur catch and shoot, il est 14e sur 17 parmi ceux en tentant au moins 5 par match et 30e sur 36 parmi ceux en tentant au moins 4,5 Ouais. catch and shoot par match. Donc en fait, même là, est-ce qu'il peut réellement devenir un joueur efficace sur catch and shoot pour après, quand il sera dans une équipe un peu plus compétitive, peut-être devenir un joueur qui joue un peu plus off-ball? Là, même là, en fait, il y a des interrogations. Là, pour le moment, c'est un très bon scoreur balle en main, mais à voir ce qu'il peut apporter, sachant que en défense, c'est quand même pas un joueur. C'est un joueur que tu dois protéger de par son profil physique qui le limite assez pour résister sur drive, lui qui lui arrive assez souvent d'être bloqué dans les écrans même, ou pour contester les shoots parce que son envergure est insuffisante. Donc finalement, en fait, aujourd'hui, Kobe White, quand tu veux l'optimiser, il faut le mettre à côté d'un super défenseur sur le bas court, comme Caruso cette année. Mais après, est-ce que ça t'emmène très loin? Non, ça t'emmène en play-in, grand maximum pour l'instant. Ouais, ouais, d'accord. Mais c'est un peu le truc, c'est que tu peux être une grosse option d'une mauvaise équipe ou d'une équipe moyenne, mais quand tu montes en grade, est-ce que tu gardes ce statut-là? C'est pas forcément quoi. Tu vois, si tu me dis d'ici les 10 prochaines années, ça va être un peu le type Lou Williams, Jordan Crawford, c'est-à-dire un peu le sixième titulaire, le mec qui sort du banc,
qui est pas non plus à 10 minutes par match, hein, mais qui est le créateur secondaire de très bonnes équipes, ça m'étonnerait pas non plus, quoi. Après, ça m'étonnerait pas non plus si tu me dis, il fait aussi 10 ans de carrière en tant que gros titulaire d'équipes qui sont entre moyennes et bonnes, voire très bonnes, quoi. Ça me surprendrait pas non plus, mais en effet, on a un scoring intéressant avec la balle, peut-être pas encore à ce point sans la balle, et surtout il y a aussi la défense. Alors dis-nous où est-ce qu'il en est un peu défensivement, parce que c'est vrai que pour contribuer, être sur le terrain à des plus hauts niveaux, il faut aussi cet élément-là. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui en année numéro 5 en NBA? Ouais, c'est ça. Alors, quand on va regarder visuellement, tout d'abord, on peut se dire que c'est un défenseur qui est assez, enfin pas bon, mais qui met de l'envie, hein. C'est quelque chose qu'on peut pas lui reprocher. On voit qu'il fait les efforts, les rotations, etc. Maintenant, c'est assez inefficace parce que il a des limites physiques qui sont pour moi irrémédiables. C'est un 6'5", mais dans les faits, enfin physiquement, comme j'ai pu le dire, il explose très souvent dans les écrans. Sur drive, pareil, un coup d'épaule et il est très rapidement bougé. Et on le voit notamment sur les stats de on-off défensif ou même de on-court, hein. Donc sur la stat de on-court défensif, c'est dans le 39e centile quand il est présent sur le parquet. Donc en fait, aujourd'hui, je me dis, c'est compliqué avec Coby White d'avoir une défense du bas courte qui est élite. Et mis à part si tu as d'autres joueurs élites à ses côtés comme Caruso, mais est-ce que c'est viable? Non. Et est-ce que Lonzo Ball l'année prochaine, s'il revient, il pourra reprendre les mêmes missions? C'est difficile de l'imaginer ça pour l'instant. C'est quelqu'un qui finalement joue défensivement plus petit que ce qu'il n'est, entre guillemets. Et en fait, à cause de son envergure de bras qui est pas si grande que ça, quoi. Et ça a toujours été un problème parce que, comme tu dis, il fait 6'5" de taille. Ce qui est vraiment grand, hein, pour un meneur. Mais sauf que comme il a un peu des bras de T-Rex, finalement, il n'a pas du tout ce côté fonctionnel en fait en défense. C'est pas proportionnel, quoi. Alors d'habitude, un mec de 6'5" qui a une belle envergure, il peut quand même défendre mieux et plus grand, entre guillemets, que la Coby White, ce n'est le cas. Mais voilà, du coup, qu'est-ce que tu penses un peu du fait qu'il était très très haut dans les conversations au MIP, par exemple? Pour le coup, je comprends qu'il soit haut dans ces conversations-là parce que l'explosion statistique brute est forcément impressionnante. Maintenant, je pense que c'est à nuancer parce que c'est une hausse des responsabilités, donc une hausse derrière du volume. Est-ce que pour moi, il aurait pu être MIP? Je suis pas sûr. Même pour moi, je pense pas qu'il méritait d'être MIP. Mais parce que pour moi, le MIP récompense des joueurs qui arrivent à passer ce cap-là de devenir d'un joueur peut-être pas non All-Star à All-Star, c'est peut-être trop catégorique de dire ça, mais qui arrive à passer ce cap-là. Là, Coby White, il passe ce cap-là, mais dans une équipe qui gagne pas. Donc pour moi, on a toujours des réserves par rapport à Coby White, pas les mêmes, clairement pas, mais il y a des réserves encore qui font que c'est pas un joueur élite ou quoi que ce soit. Non, mais en effet, alors, c'est vrai qu'il y a ce côté progression sur le volume notamment, hein, tu vois, de 10 points par match à quasiment 20, enfin 19, petit temps de jeu à gros temps de jeu. Bon, je tiens quand même à dire aussi qu'il y a 3 ans, je crois, 2021, il est déjà à 15 points par match, quoi. Donc, de suite, la progression, elle est moins grande, quoi. Tu vois, si tu prends juste 2023 vers 2024, c'est de 10 points à 19, ouais, c'est énorme, de 23 minutes par match à 36, ok. Bon, avant 2023, où il était effectivement sur un temps de jeu d'une vingtaine de minutes par match, il sortait quand même de saison à 31 et 27 minutes par match, quoi. C'était un mec qui était quand même un peu établi, quoi, mine de rien. Donc bref, c'est un peu amusant, sachant que voilà, je trouve que dans le jeu, il y a des progrès, mais qui sont peut-être pas à ce niveau-là. Mais en tout cas, bonne saison de la part de Coby White, qui sort un peu nulle part, hein, pour le coup, parce qu'on n'attendait pas forcément cette hausse de la part de Coby White. Pour ajouter sur Coby White, ce qui est aussi super, c'est il y a cette progression avec en plus un contrat qui est super. Enfin là, ouais. Il avait prolongé pour un peu plus de 40 millions sur 3 ans. Bon là, il y a encore 2 années qui vont être à 12 et 13 millions l'année. Honnêtement, c'est super, c'est un super rapport qualité-prix compte tenu de son apport sur le parquet. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.